vais reprendre les mots de nos amis de Rothschild. Il faut toujours prendre les mots de nos amis de Rothschild, c'est très important. L'écosystème politique entraîne tout ça. Alors l'écosystème politique, ce soir, c'est Franck Riester, ministre, qui nous rejoint. Et on a une co-intervieweuse de choc, membre du conseil d'administration de France Digital, Audrey Soussan. Je vais te demander de prendre un micro. Non, de préférence un désinfecté. Voilà. Non, toujours pas. Voilà. Qui nous rejoignent pour la clôture de cette journée, sous les applaudissements d'une foule en délire, bien évidemment. On la joue start-up, on se met debout. Hein. Et puis, comme on a 1 mètre de distance, on enlève nos masques, n'est-ce pas? Ouais, je pense qu'on peut y aller. Ouais. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Là, on assiste à une initiative qui est extrêmement importante. On lance des United Tech of Europe. Ensemble, là, on est tous assemblés, réunis, tout l'écosystème. Vous avez des patrons de licornes, que ce soit Le Bon Coin ou Blablacar ou OVH. Vous avez les meilleurs investisseurs de la place, Benoît Grossman, et puis j'ai vu Guillaume Meul d'Xange et quelques autres. On a également des patrons de grandes institutions académiques, Vincenzo, l'ESSEC, c'est magnifique ça. Et puis, vous l'avez vu, tout l'écosystème est présent. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez à dire à cet écosystème? Comment est-ce qu'on construit les United Tech of Europe? Merci beaucoup. Bienvenue d'abord au Quai d'Orsay. Merci à Frédéric, à Benoît et à toute l'équipe de France Digital d'avoir organisé ces 2 jours exceptionnels. J'ai eu le programme, tu m'en reparlais là, en silence. C'est vrai vous avez vu un programme hyper dense, vous avez vu beaucoup de membres du gouvernement, tant mieux, c'est super. En plus, vous avez vu le président de la République. Donc, vous avez eu, je crois, un bon brief de ce qu'était la politique du gouvernement en matière de développement économique, en matière économique et en matière d'accompagnement de votre secteur d'activité. Je voudrais saluer Pascal Cagny, parce que tu disais qu'il y avait tout l'écosystème. Il y a aussi Pascal, le président de Business France. Il est l'écosystème, lui. Je crois même qu'on peut l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir, Pascal, parce qu'il fait un travail exceptionnel au service de l'attractivité et de l'export. Alors moi, je suis content de pouvoir vous accueillir au Quai d'Orsay. Je vais vous dire pourquoi juste après. Et puis, vous dire qu'en tant que ministre en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, je suis finalement au cœur de la stratégie économique du président de la République et du gouvernement. Faire en sorte que notre pays soit le plus attractif possible. Pour qu'il soit le plus attractif possible, il faut qu'il puisse s'assurer que l'écosystème favorable au développement des entreprises, au développement économique, soit le meilleur. Et qu'une fois qu'on est attractif, on peut accueillir des investissements étrangers et on peut surtout permettre aux entreprises qui sont dans ce pays de se déployer à l'international. Parce que, je vais y revenir très rapidement, on a un certain nombre d'outils au service de la politique export, la politique du commerce extérieur de la France, mais la première des politiques, c'est de veiller à ce que le climat économique soit le meilleur possible de notre pays. Donc je ne vais pas vous redire ce que vous ont dit le président de la République et sûrement Bruno et Cédric tout à l'heure, sur toute la politique que nous menons depuis 2017 au service de la transformation de ce pays pour que économiquement il soit beaucoup plus compétitif. Bien sûr, ils vous ont parlé de toutes les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'urgence, en urgence, dans le cadre de la crise sanitaire pour protéger l'écosystème économique. Ils vous ont en détail développé, j'en suis certain, le plan de relance qui va permettre non seulement de réinjecter de l'argent dans l'économie, mais surtout d'accélérer la transformation du pays commencée depuis 2017. Mais je voulais insister sur le fait que dans notre stratégie, et c'est peut-être aussi ce symbole fort qu'est de nommer un ministre, ce qui n'avait pas été fait depuis 2012, en charge du commerce extérieur, et c'est inédit, en charge aussi de l'attractivité, c'est que non seulement, évidemment, on veut faire en sorte que notre pays soit beaucoup plus dynamique et compétitif en matière économique, on veut relocaliser un certain nombre de filières stratégiques. On a vu à quel point ça nous faisait défaut dans le cadre de la crise sanitaire. On veut évidemment qu'il y ait davantage de produits fabriqués en France qui soient consommés par les consommateurs français, mais on veut aussi que nos entreprises se déploient à l'international. Et qu'on peut avoir cette stratégie double, être fort sur le marché intérieur, fort dans notre stratégie de souveraineté française et européenne, et en même temps déterminé à se projeter à l'international. On ne va pas pouvoir retrouver une prospérité en se repliant uniquement sur soi et sur son marché intérieur. On a besoin de se déployer à l'international.
Et c'est toute la politique qu'on veut mener. Je vois Audrey qui bouillonne en entendant vos paroles. J'ai fini. Je finis, franchement, 2 minutes, même pas 1 minute encore. Et on a donc, outre cette politique générale, pris la décision d'avoir un dispositif spécifique à l'export, c'est-à-dire renforcer les outils qui sont les outils de la Team France Export au service de vos entreprises, les PME, les licornes, tout ce qui est l'attirail d'accompagnement des entreprises à l'export qui va être renforcé avec 250 millions d'euros spécifiquement fléchés pour les outils de l'export. Et donc, ici au Quai d'Orsay, vous êtes dans ce ministère qui est le ministère qui a, à travers son réseau diplomatique et à travers la préparation qui a été faite de ce plan de relance export, les interlocuteurs qui peuvent vous accompagner dans votre stratégie à l'export. Voilà, vraiment en 2 minutes de propos liminaires. Si je dois résumer votre propos, nous, on a en bon français, on dit « go big or go home ». Je propose qu'on l'inscrive au-dessus de votre bureau. Et maintenant, Audrey a quelques questions terribles, sournoises à vous poser. Non, je ne me permettrai pas. Mais déjà, je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, parce que réellement, au nom de toute l'association France Digital, les 1800 membres entrepreneurs de notre association, les 100 investisseurs membres de l'association, on est ravis que vous ayez accepté de participer à notre cérémonie de clôture. C'est un signal fort pour nous, parce qu'effectivement, on est tous convaincus au sein de France Digital que l'expansion internationale, c'est un levier de croissance majeur pour les sociétés françaises ici. En fait, ce qu'on voit, c'est que pour passer de start-up à licorne, malheureusement, le marché français est insuffisant et donc l'expansion à l'international est nécessaire. Et on se retrouve aujourd'hui dans un contexte compliqué, un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, où malheureusement les Américains privilégient des solutions américaines, les Chinois privilégient des solutions chinoises. Et nous, les petites sociétés françaises, on se demande si on va être soutenus par l'Europe. Et que peut faire le gouvernement français? Est-ce qu'on peut faire front avec les autres membres européennes pour nous aussi privilégier l'essor des solutions françaises au sein de l'Europe à minima? C'est vrai que cette crise sanitaire, elle est arrivée sur une crise commerciale majeure, une guerre commerciale majeure, et qui, on le voit bien, continue de plus belle. Et nous sommes convaincus que la seule façon de faire face à cette crise et cette guerre commerciale, c'est d'abord d'être beaucoup moins naïf, beaucoup plus organisé, ensemble, pas simplement la France, l'Europe, parce que pèse la France seule par rapport à des États-continents qui ont décidé de s'organiser pour défendre leurs intérêts en s'asseyant parfois, même peut-être souvent, sur les principes même du commerce international en termes de commerce loyal. Nous ne serons forts qu'en étant unis et donc en étant dans une démarche de souveraineté européenne. Et franchement, tous les observateurs ne peuvent que s'apercevoir qu'en ce moment, il y a un vrai changement dans la détermination de tous les pays de l'Union européenne à s'organiser pour être plus forts face à la Chine, face aux États-Unis, face aux différents défis qui sont devant nous. On a pu le voir encore hier, dans le cadre de la rencontre de haut niveau entre l'Union européenne et la Chine, où clairement l'Union européenne a montré les dents, a dit très clairement qu'elle n'accepterait plus un certain nombre de pratiques en matière d'investissement, en matière de marché public, en matière de pratiques finalement de dumping, de pratiques déloyales, et que si la Chine souhaite continuer à commercer fortement, et nous on le souhaite avec l'Union européenne, ça ne peut être que dans une relation équitable, c'est une relation faite reposant sur la réciprocité, une relation s'asseyant sur des règles de concurrence loyales et non pas déloyales. Et dans les discussions que j'ai avec mes collègues européens, je vois évoluer les prises de position. Il y a quelques mois, j'ai été un de ceux, en tant que ministre de la Culture, qui a négocié la directive européenne pour le droit d'auteur, et notamment pour protéger le droit voisin au droit d'auteur des éditeurs de presse qui mettent leur contenu sur Internet et qui aujourd'hui n'ont pas la rémunération légitime par rapport au contenu qu'ils mettent sur Internet. Et c'était beaucoup plus difficile de convaincre nos partenaires européens qu'aujourd'hui d'avoir une politique forte européenne, souveraine, pour que nos valeurs soient respectées dans le cadre de l'organisation mondiale économique et commerciale. Et ça bouge, et ça bouge dans le bon sens. Donc c'est le premier point, être déterminé à défendre ensemble notre souveraineté européenne en matière économique. Il faut aussi
pour aussi défendre nos valeurs européennes. Puis deuxièmement, c'est de ne pas renoncer à organiser, d'un point de vue multilatéral, le commerce mondial et les échanges économiques mondiaux. Je pense qu'en s'appuyant notamment sur un grand nombre de pays qui ne sont pas ces grandes puissances économiques, ces États-continents qui s'organisent pour défendre leurs intérêts, encore une fois, d'une façon qui nous paraît parfois déloyale, ces pays en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe aussi, qui sont convaincus que pour eux, qui ne sont pas dans un ensemble comme l'Union européenne par exemple, le salut passera par des organisations ou des institutions internationales qui gèrent d'une façon multilatérale les questions économiques. Et tout l'enjeu de l'Organisation mondiale du commerce, de la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, avec la nomination du nouveau directeur général de cette organisation, il ne faut pas renoncer à essayer de trouver un mode de fonctionnement multilatéral et beaucoup plus serein du commerce international. Je crois qu'on peut convaincre à terme les États-Unis et la Chine, notamment, de s'inscrire dans cette démarche-là, à condition, nous, d'être forts pour équilibrer finalement cette confrontation entre la Chine et les États-Unis. Pour les startups, en 2 minutes, synthétiser une stratégie de réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Ça s'appelle un pitch, monsieur le ministre, et ça mérite des applaudissements. Je ne sais pas si j'ai réussi. Je dirais même un elevator pitch. Un elevator pitch. On a, pour nous, startup, on a été projeté dans un nouveau monde à la suite du Brexit. Pendant longtemps, la blague dans notre écosystème, c'est si tu veux lever des fonds, prends l'Eurostar. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui prennent l'Eurostar. On lève des fonds avec Ventec, avec plein de fonds à Paris. Comment est-ce que vous articulez souveraineté nationale et souveraineté européenne? En gros, comment est-ce que vous faites de Paris le hub des startups en Europe? Comment est-ce que, en gros, Paris remplace Londres comme capitale européenne de la tech? Et de manière très concrète, quels objectifs vous vous fixez pour Choose France en janvier? D'abord, on se donne comme objectif de le tenir physiquement. Et je touche du bois pour l'instant, on est là-dessus. Mais bravo d'avoir réussi à organiser les choses comme celle-là. Oui, bravo à vous, parce que c'est pas simple. On veut continuer d'organiser Choose France en physique, mais bon, ça va dépendre quand même de l'évolution de la circulation du virus et malheureusement des contraintes auxquelles on sera éventuellement confronté. Même si Davos a été repoussé, on souhaite maintenir Choose France. Un mot malgré tout sur le Brexit, parce que le Brexit, c'est l'actualité du moment. On ne se réjouit pas du départ de la Grande-Bretagne, mais c'est un fait. On ne se résigne pas à avoir un accord avec la Grande-Bretagne commercial avant fin octobre, pour qu'il puisse s'appliquer au 1er janvier 2021, parce qu'on a des intérêts économiques majeurs, notamment en France. Il faut savoir que 8% des exportations de l'Union européenne vont vers la Grande-Bretagne. C'est beaucoup plus important du côté britannique, puisque 47% des exportations britanniques trouvent des débouchés dans l'Union européenne. Il n'en reste pas moins vrai que pour nous, ce serait une mauvaise nouvelle qu'il n'y ait pas d'accord pour le Brexit. Et on mobilise toute notre énergie, là aussi, entre une détermination à être fort par rapport aux Britanniques, et je crois qu'on l'est. Michel Barnier a su vraiment, en lien avec le président de la République et les ministres concernés, tenir une position de l'Union européenne commune. Et puis aussi en envoyant des signaux avec la détermination que nous avons de trouver un accord avec les Britanniques, parce que c'est important. Et donc on ne se réjouit pas de ça, mais en même temps, il n'y a pas de raison qu'on n'en saisisse pas certaines opportunités, et notamment d'accueil d'un certain nombre d'investisseurs qui sont des investisseurs internationaux ou britanniques et qui souhaitent être présents dans le marché européen. Et on pense que la France a des atouts, l'Île-de-France en particulier, mais partout en France, pour accueillir ces entreprises-là. On en revient au discours du départ de dire, attention, pour pouvoir accueillir les entreprises, il faut que l'écosystème pro-business, si on peut dire, ou en tout cas favorable au développement des entreprises, soit bien réel. C'est toutes les réformes qu'on a conduites. Et en même temps, c'est une misée sur pas simplement les questions économiques, fiscales ou business pur. On en parlait hier soir. C'est tout ce qui fait aussi que la qualité de vie est au rendez-vous.
On parlait hier avec certains d'entre vous des incendies en Californie. On voit bien que les questions environnementales sont aujourd'hui essentielles pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise que vous êtes. Vous avez évidemment envie de développer vos affaires, de faire progresser vos rentabilités, mais vous souhaitez aussi que vous et vos équipes soient dans des bonnes conditions de travail et s'inscrivent dans le respect d'un certain nombre de valeurs auxquelles on est très attaché en matière sociétale, en matière sociale, en matière environnementale. Et donc, il faut que la France continue d'être cette terre favorable à la qualité de vie. Ça passe par la qualité de l'éducation, ça passe par la qualité des services publics, ça passe par la qualité de la protection sociale, la santé notamment, ça passe par la culture, pardon de le dire en tant qu'ancien ministre de la Culture. Bref, ça passe par ce qui fait qu'on est bien dans son entreprise, dans son territoire, dans sa vie. Et notre conviction avec le président de la République, je pense qu'il a été clair hier, et avec tout le gouvernement, c'est que la France ne réussira à être attractive que si l'Europe est attractive. Et que si donc on arrive à progresser collectivement en Europe sur les différents aspects dont je viens de parler, d'où ce qu'on est en train d'imposer dans les négociations commerciales en termes de respect de l'accord de Paris, pour la question du développement durable, ce qui concerne la lutte contre le dumping social, la lutte contre le dumping fiscal. Bref, c'est que ces valeurs européennes auxquelles on est attaché puissent concrètement être perçues par les investisseurs internationaux comme des valeurs les incitant, au-delà du marché unique, à s'installer en Europe et particulièrement en France. Audrey dirige Ventec, qui est présent en Chine, en Europe, un peu aux US également. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça ? En fait, je suis ravie que vous ayez mentionné les équipes et les fondateurs, parce qu'effectivement, c'est un challenge clé pour les fondateurs et les entreprises pour grandir. Et d'ailleurs, le thème du recrutement des équipes, c'est un thème qui est aussi très cher à France Digital, puisqu'on a tout un pôle talent qui s'est créé au sein de l'association. On a également une étude EY France Digital qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui démontre que pour 63% des startups, le recrutement, c'est un challenge majeur et rechercher à attirer les talents, c'est la complexité pour les startups de notre écosystème. Donc on a poussé au sein de France Digital pour plusieurs outils qui permettent de mieux retenir les talents, de mieux les attirer de l'international et puis de mieux les former également. Notamment, on a poussé pour un visa tech européen. On pousse aussi pour une homogénéisation du régime de stock option pour que ce soit intéressant pour les talents à l'international de venir chez nous en France. Comment vous comptez avancer sur ces différents sujets pendant votre mandat ? Alors, je sais l'importance des ressources humaines dans une entreprise, c'est clé, puisque je suis moi-même chef d'entreprise. J'ai une entreprise de plus de 200 salariés, qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas du tout start-up, c'est une entreprise familiale qui date de 1928, donc on n'est pas dans une croissance... Bientôt une licorne. Non, là, il va falloir attendre 250 ans avant que je sois une licorne. Mais donc, je sais l'importance des ressources humaines. Et je sais l'importance des ressources humaines, notamment quand il y a une croissance rapide. Et notamment quand il y a besoin d'être dans l'innovation. Donc il faut vraiment des équipes qui ont un talent exceptionnel, remarquable, et en capacité de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise à l'instant T. On en a beaucoup parlé hier aussi avec Fred et Benoît et toute l'équipe sur la façon dont nous, on peut vous aider dans... la facilitation du recrutement de talents ou d'équipes à l'international. Parce que c'est vrai dans son pays, mais c'est encore plus vrai quand on est dans une démarche export, l'importance des équipes et la qualité du recrutement. Et là, le réseau diplomatique, en lien avec Business France et en lien avec les autres administrations qui sont en charge de l'export, on a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire, bien sûr, sur l'information sur les marchés. Les réseaux diplomatiques, c'est une source exceptionnelle de renseignements sur les marchés. On a un rôle à jouer dans la mise en contact avec des partenaires potentiels, des clients potentiels, des fournisseurs potentiels. Et on a, je pense, un rôle qui n'est pas suffisamment développé sur l'aide au recrutement. On en a beaucoup parlé parce que pour aider au recrutement, il faut que des gens qui sont dans les postes diplomatiques connaissent bien spécifiquement les besoins de vos entreprises. D'où l'importance de travailler intelligemment avec Business France. Mais je crois qu'on peut vraiment là développer un potentiel
d'accompagnement de vos entreprises en termes de recrutement à l'export par le réseau diplomatique. Et puis, il n'y a pas de photo pour aider au recrutement. C'est l'image aussi qui est véhiculée par vos entreprises et par le pays dans lequel vous êtes installé. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'attractivité du pays, qui passe non seulement par ce qu'elle représente en termes, dans l'imaginaire en termes de terre d'entrepreneurs, mais aussi en termes de terre capable de satisfaire à nos besoins, et satisfaire un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs aujourd'hui attendues par ceux qui travaillent dans les startups, et à ceux qui investissent dans les startups et à ceux qui créent les startups. J'ai votre conseiller qui commence à nous faire les gros yeux parce qu'on est en train de dépasser les timings. Non, peut-être Audrey, tu veux une dernière question Non, moi, je suis prête à libérer Monsieur le ministre et à le remercier vraiment de la part de Peut-être qu'il peut y avoir quand même quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Avec un micro désinfecté ou alors en parlant très fort. Quand même, parce que là, ça me ferait plaisir de répondre à des questions éventuellement. Après, s'il n'y en a pas, vous avez peut-être une journée dans les pattes, envie juste de boire un coup et de manger un bout. Moi aussi, mais... C'est une position très difficile parce qu'il faut se dire qu'on est le dernier obstacle entre leur estomac et le buffet. Oui, c'est ça. Pas facile. Hein. Si vous deviez définir, finalement, en 3 mots, déterminer les 3 objectifs clés de la fin de votre mandat dans ce contexte de crise économique et sanitaire. En 3 mots, non, mais moi vraiment, c'est d'abord de dire quand même aux Français qu'on ne pourra pas avoir une prospérité sans un déploiement à l'international, sans une volonté d'avoir un esprit de conquête. Et pour ça, il faut s'appuyer sur ceux qui créent, il faut s'appuyer sur ceux qui entreprennent, il faut s'appuyer sur ceux qui prennent des risques, il faut s'appuyer sur ceux qui créent de la richesse, qui innovent. Et donc ça, c'est vraiment le leitmotiv du président et c'est le mien aussi en tant qu'entrepreneur. Et deuxièmement, c'est que on a toujours pensé dans les entreprises que finalement l'administration n'était pas souvent aux côtés des chefs d'entreprise, que c'était plutôt des contraintes, des lourdeurs administratives. Moi, je voudrais vraiment vous faire passer ce message aujourd'hui, c'est que ce ministère, le Quai d'Orsay, comme l'est bien évidemment Bercy, avec toutes ses équipes, et vous avez eu Bruno et Cédric tout à l'heure, est à votre disposition et là